Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité. On parlera de la visite d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui vient poser la première pierre du centre pénitentiaire, de l'extension du centre pénitentiaire de Bémao, mais aussi présenter la loi de programmation de la justice et son fameux budget supplémentaire de 7,5 milliards d'euros. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mardi 2023 et le décret autorisant le retour des personnels suspendus a été publié hier. Donc depuis cette date, les hôpitaux et établissements de soins peuvent réemployer les soignants non vaccinés contre le Covid-19. Ils pourront donc reprendre leur poste ou occuper une fonction équivalente. Une réintégration sèche qui ne devrait pas prendre en compte les rémunérations et cotisations dues ces 2 dernières années. Un point qui risque de bloquer les négociations avec les syndicats dont l'UTS, UGTG, avec qui on fait le point tout de suite. Finalement, il y a une contre de l'absurdité, de mépris qu'il y a eu pour travailler, pour la santé, pour les droits, pour le droit. Et donc, par un décret qui, le ministre de la Santé fait sortir dimanche, publié dimanche et applicable à partir du 15, tous les professionnels de santé publics, privés, libéraux, qui étaient suspendus parce qu'ils avaient refusé de prendre un petit vaccin, puis qui forçaient, ils ont décidé de réintégrer, donc depuis hier. Nous commençons à discuter dans tous les établissements. Des négociations qui sont en cours dans les différents établissements. Vous savez que je vais intégrer ceux qui postent. Puis je reprends également arrière en matière de salaire, en matière de cotisation retraite, cotisation sociale, en matière de droits d'avancement, bien évidemment, en matière de positionnement dans les services. Donc c'est un processus qui était proposé par instruction à la ministre de la Santé depuis 11 semaines et qui va mettre en place plus progressivement. À savoir que, bon, bien évidemment, nous avons réclamé l'intégration. Nous savons très bien que nous avons dit simultanément ça, des négociations qui avaient l'État, mais qui également avec les établissements directement, les patrons, pour demander donc traiter les questions qui posées pour nous aujourd'hui là, s'agissant des salaires, s'agissant des indemnisations, mais également par rapport à la préjudice qu'elle nous subit. Nous savons nous prenons faire, nous prenons l'offert dans l'affaire là ça. Et heureusement, il y a une solidarité avec la population Guadeloupe qui permet de nous qu'aimer. Mais on fait 80% des Guadeloupéens qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui là, c'est victoire à eux. C'est victoire à tous les cas Guadeloupéens qui refusent absurdité là ça, qui refusent pression là ça, intimidation là ça. Mais ce qui a fait nous pour la peine, c'est plutôt une série de monde qui est obligé de prendre vaccin, qui aujourd'hui là, parce qu'il y a encore. Donc c'est HU, nous avons bien dit qu'il n'y a pas le choix. Il faut qu'ils intègrent nous, mais payer nous, tout ce cadeau nous. Un reportage signé Michel Depape. Et suite à plusieurs agressions de chauffeurs, les salariés de Carulis se sont mobilisés aujourd'hui. Ils demandent plus de sécurité lors des transports. Regardez. Aujourd'hui, on a décidé de faire un débrayage suite à une agression qui est survenue aujourd'hui envers un des conducteurs. Mais ce n'est pas seulement par rapport à cette agression. Lorsqu'on l'a su, on a dit non. Il y a une cascade d'agressions et là, on dit on est excédé. Ça arrive souvent, malheureusement, que des collègues sont agressés, surtout sur les réseaux. Et au bout d'un moment, c'est récurrent. Donc là, on a profité de marquer le coup pour montrer notre mécontentement surtout. On va dire que depuis le début de l'année, c'est déjà arrivé, on va dire trop de fois. On aurait surtout souhaité un meilleur accompagnement de notre direction, c'est-à-dire faire plus de campagnes pour expliquer que nous sommes sur un service public. Donc en ayant la possibilité de communiquer avec vous, les médias, après on va se sentir suivi. On sait qu'on a un appui derrière nous, que la direction est avec nous. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est surtout ça qu'on aurait souhaité, qu'on puisse travailler en étroite collaboration. Se sentir un peu protégé, comme un agent de police, voilà, tout simplement. On ne peut pas venir travailler et mettre sa vie en danger. Les gens ne comprennent pas, nous sommes là pour gagner notre vie. Lorsqu'on leur dit, on ne peut pas faire ceci ou cela, c'est la direction qui nous donne des règles à suivre. Nous suivons les règles, mais c'est toujours nous qui nous faisons agresser. Moi, ça fait ma 2e mandature en tant que DP et qu'on attend des arrêts matérialisés. Même pour ça aussi, on se fait agresser, quoi. Quand on dit, il n'y a pas d'arrêt là, on ne peut pas vous déposer là, on se fait agresser pour ça. Donc, on dit, il y a assez, quoi, c'est trop.
Il faudra se défaire du fameux déposé de l'époque, puisque c'est vrai que les transporteurs à l'époque s'arrêtaient un peu partout, mais les règles ont changé. On est un peu comme le système hexagonal où les bus ne peuvent pas stationner n'importe où. Et on enchaîne avec la mobilisation des parents d'élèves du groupe scolaire Pierre-Mathieu à Bémao. Ces derniers dénoncent l'absence de restauration scolaire depuis 5 semaines maintenant. Le reste en images. Les 5 semaines que nous sommes sans restauration scolaire, ce qui pénalise énormément les enfants, aussi les parents, parce qu'ils doivent se démener pour pouvoir emmener un repas. On nous a conseillé d'emmener des repas froids, mais ce qui est très pénalisant aussi pour les enfants, parce que ça fait 5 semaines qu'ils mangent des sandwichs ou bien des fast-food, ce qui n'est pas équilibré du tout, puisque nous payons justement un service pour que les enfants puissent manger équilibré, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants, c'est le seul repas équilibré. Donc nous sommes pénalisés par cette situation. Ce que les parents d'élèves demandent, c'est le rétablissement d'un service de cantine, de restauration, pour que les enfants puissent reprendre une vie normale, puissent retrouver des conditions d'hygiène de vie et des conditions de travail normales. Nous déplorons aussi le manque de communication au niveau de la mairie, ce qui crée une grosse frustration au niveau des parents d'élèves, puisque nous n'avons pas d'informations. Nous ne savons pas si nous pouvons attendre un rétablissement de la mairie. D'autre part, nous déplorons encore que pour la 3e année consécutive, les enfants, une nouvelle fois, soient pris en otage dans un conflit social. J'ai 2 garçons qui sont scolarisés à la maternelle Lucette Célani et à l'école primaire de la Jaille. Et aujourd'hui, nous rencontrons une difficulté majeure, mais qui concerne en fait tous les établissements scolaires de Bémao, à savoir qu'il n'y a pas de restauration scolaire qui fait suite à un conflit qui, pour moi, ne concerne même pas la cantine. Mais ce que je vois, c'est que la finalité, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants sont complètement sacrifiés, puisque nous sommes à 1 mois sans restauration scolaire, ce qui implique toute une organisation et surtout qui fait que nos enfants, aujourd'hui, sont complètement sacrifiés. Ce qui est vraiment embêtant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un conflit au niveau de la commune de Bémao, c'est la cantine qui prend en premier, et ce sont les enfants qui sont pénalisés, qui paient le lourd tribut. Et ce qui est très aussi embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de parents, comme moi, qui sont obligés de couper notre activité pour venir emmener des repas. Et je connais beaucoup de parents qui viennent récupérer leurs enfants, mais qui ne peuvent pas les ramener l'après-midi, ce qui fait qu'au niveau de la scolarité, au niveau des niveaux, c'est hyper bas. Et là, ça commence vraiment à nous saouler. Et 1 an après avoir lancé l'appel de Fort-de-France, les élus ultramarins dressent un bilan et réitèrent leurs sollicitations envers l'État. On fait le point avec Guy Losbar. Il y a 1 an, nous avons enclenché une démarche politique qui consistait à ce que les exécutifs puissent se réunir et demander à refonder les rapports entre l'État et les différents territoires de l'outre-mer, mais aussi que nos particularités, nos spécificités soient prises en considération. 1 an après, nous avons une double satisfaction, en tout cas au niveau de la Guadeloupe. Cela a permis, au-delà de la signature des 2 présidents, que nous puissions fédérer l'ensemble des élus, puisque les parlementaires et l'association des maires, tous associés dans le cadre d'un comité ad hoc, nous avons pu faire donc des préconisations en consultant la population. Il est important de faire vivre l'appel de Fort-de-France, d'où la nécessité aujourd'hui de rencontrer l'ensemble des territoires, de savoir aussi à quel point ils en sont tous. Nous avons fait le choix de rencontrer la population, de rencontrer la société civile, de rencontrer les experts. Il y a eu 12 thèmes de proposés. Et avant ce SIOM, puisqu'il ne suffit pas simplement d'aller au SIOM et qu'on nous dise qu'il faudra, il est bien que en amont du SIOM, que des décisions soient déjà prises, que l'ensemble des ministres soient rencontrés de manière à ce qu'on sache clairement qu'est-ce qui se fera. Il y a eu des auditions, il y a eu des forums citoyens, nous avons eu un site internet où il y a eu plus de 300 propositions. Nous avons eu également des auditions avec les fédérations de parents d'élèves, les syndicats, enfin les différents corps constitués, qui permet qu'aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de préconisations que nous ferons, que nous avons transmises au niveau du gouvernement et qui seront présentées le 7 en congrès. Qu'il s'agisse de la jeunesse, qu'il s'agisse du développement économique, qu'il s'agisse de la prise en compte de l'humain, qu'il s'agisse de l'aménagement du territoire,
qu'il s'agisse aussi de la fiscalité, puisqu'il y a un gros débat sur la fiscalité. Je rappelle que l'octroi de mer, c'est 40% du budget de l'ensemble des collectivités. Un an après, nous avons eu cette réunion avec les différentes collectivités. Nous allons maintenir cette unité et surtout être très vigilants par rapport aux différentes préconisations qui ont été présentées et ce que l'État va proposer comme différentes solutions pour que les politiques publiques soient plus efficaces et dans un deuxième temps, pour qu'on puisse revoir notre organisation. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est de passage en Guadeloupe. Il vient poser la première pierre de l'extension de la prison de Baie-Mahault, mais aussi présenter la nouvelle loi de programmation qui compte 7,5 milliards d'euros supplémentaires, soit plus de 60% d'augmentation du budget. De quoi apporter des moyens informatiques. En plus, embaucher 1500 magistrats, 1500 greffiers et une quantité non négligeable d'agents pénitentiaires. Un recrutement pour réduire les délais de traitement des dossiers beaucoup trop long. En tout cas, en Guadeloupe, nous sommes de bons élèves et les chiffres sont supérieurs au niveau national. Regardez. Qui vient au Parlement. Il n'était pas question pour moi, bien sûr, que l'on oublie les ultramarins. Je suis en Guadeloupe aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre. Demain, je serai à Basse-Terre. Et je voudrais vous dire deux mots, notamment du budget exceptionnel qui va être présenté au Parlement. Il s'agit d'une loi de programmation qui envisage une augmentation, un investissement supplémentaire de l'ordre de 7,5 milliards d'euros d'ici 2027. Avec cet argent, nous allons embaucher 1500 magistrats supplémentaires, 1500 greffiers supplémentaires et des contractuels qui vont désormais s'appeler attachés de justice et qui vont venir aider les magistrats dans leurs tâches au quotidien. Puis c'est aussi pour moi l'occasion, naturellement, de rencontrer les magistrats de Pointe-à-Pitre et de les féliciter chaleureusement. Demain, je serai à Basse-Terre, je ferai un certain nombre d'autres annonces au tribunal judiciaire, mais également à la cour d'appel en présence de monsieur le Premier Président et de monsieur le procureur général. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Et ici, spécifiquement, nous allons envoyer 4 magistrats supplémentaires d'ici septembre, parce que la justice, c'est vrai, a besoin de moyens, parce que la justice a été abandonnée depuis 30 ans et qu'il faut naturellement que nous apportions des personnels supplémentaires. La justice en a besoin, la justice le mérite, et nos compatriotes attendent du service public de la justice qu'au fond, la justice soit plus proche d'eux et plus rapide. Voilà l'objet de mon déplacement. Si l'on apporte des moyens supplémentaires en matière d'informatique, si l'on apporte des personnels supplémentaires, est-ce que vous pensez que c'est utile à la justice? Je vous retourne à la question. Ou que c'est indifférent? Bien sûr que c'est utile à la justice. C'est le but. Le but, il est double, voyez-vous. Soulager les magistrats, les greffiers, les agents administratifs d'un travail qui est considérable, et puis également ne pas oublier le justiciable, parce que la justice, c'est une institution fondamentale dans notre pacte social. Et ce que disent les Français dans le cadre des États généraux de la justice, c'est que la justice est trop lente. Et comment accélérer la justice? C'est lui donner les moyens dont elle a besoin et qu'elle mérite. Et maintenant, je reçois Jimmy Guiriaboy, chef de service espace vert et naturel de la ville de Petit-Bourg. Bonsoir, monsieur Guiriaboy. Bonsoir, Harold. La ville de Petit-Bourg qui organise donc le premier grand marché aux plantes. Tout à fait, c'est notre première édition. Vous vous dédiez vraiment, à l'univers des plantes. Tout à fait. Donc, il faut savoir que la ville de Petit-Bourg, au travers de monsieur David Nebor, donc nous sommes la ville verte par excellence. Donc on se très fleurie. Vous avez une campagne de fleurissement depuis plusieurs années qui est très active. Merci de mettre le point dessus, merci de me le faire voir. Donc oui, tout à fait. Donc c'est tout à fait normal que nous faisions la première édition
en partenariat avec la CNBT. Donc ce premier marché aux plantes du Nord-Bastère. Donc ce marché permettra de réunir l'ensemble des horticulteurs, pépiniéristes, exposants, agrotransformateurs dans tout ce qui concerne le milieu du végétal sur un même lieu, un même territoire. Et voilà. Donc ce ne sera pas que les plantes. Ça ne sera pas que des plantes, mais en plus grande, la majorité du marché, oui, quand même. Parce qu'à savoir qu'on a énormément de marchés sur le territoire, marché aux fruits, marché de légumes, mais pas suffisamment de marchés aux plantes. Parce qu'on voulait vraiment mettre en valeur nos producteurs, nos horticulteurs, nos pépiniéristes. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une mise en lumière donc, de cet artisanat. Tout à fait. Est-ce qu'il se porte bien? Il se porte bien, parce que j'ai eu l'occasion de faire la tournée des pépinières en Guadeloupe, qui sont en grande terre, basse terre. Nos horticulteurs font du bon travail, donc c'était tout à fait normal que le maire puisse mettre en lumière toutes ces personnes, toute cette activité qui est souvent cachée dans l'ombre, mais qui travaille pour notre bien-être, à savoir que la nature nous procure du bien-être. Et c'est ça la thématique de cette manifestation. Clairement. Visuellement, les fleurs, c'est apaisant. C'est apaisant, c'est reposant. C'est beau. Ça améliore le cadre de vie. Et donc, il faut fleurir partout. Il faut fleurir partout. Donc, toute la Guadeloupe, y compris le Nord-Bastère, comme le Sud, voilà. Là, vous vous en occupez. Vous aviez déjà fait une campagne de végétalisation des décharges sauvages. Tout à fait. Donc, vous plantez en fait partout. Voilà, en collaboration avec la CNBT, on a une opération de refleurissement des zones qui comportent des encombrants de déchets. Ouais. Donc c'est toujours dans la même dynamique. C'est toujours dans cette même dynamique. Au lieu de laisser des espaces vides moches, autant planter. Autant fleurir, autant planter. Donc hormis les plantes, il y aura d'autres activités, vous nous l'avez dit. Voilà, d'autres activités, c'est-à-dire qu'on aura également 2 conférenciers invités. Donc on aura Madame Brigitte Salbert, conférencière romancière, qui parlera de la plantation, de la replantation en milieu caraïbe. Et également, donc on va parler d'espèces endémiques. Exactement. Très bien. Exactement. Et monsieur Spéronel, le psychologue monsieur Raphaël Spéronel, qui lui parlera de la psychologie du Caribéen face à la terre-mer. Donc ces deux conférences. La psychologie du Caribéen face à la terre-mer. Tout à fait. Donc il y a toute une réflexion qui est menée autour de la plante, autour de la production, autour de la naissance, enfin de l'ancrage patrimonial, on va dire, et le lien que la plante procure à l'homme. Donc tout ça, j'invite le public à le découvrir lors de la conférence qui aura lieu à Gaël-Monfils. Donc voilà, la manifestation se fera à Gaël-Monfils. Donc ce sera le samedi 20 et dimanche 21, donc c'est sur 2 jours. Sur 2 jours. Dans le complexe sportif Gaël-Monfils, et donc de 8h à 18h. Très bien. Les conférences seront en fin d'après-midi, début d'après-midi? En fin de matinée plutôt. Fin de matinée pour les conférences, pour ceux qui souhaitent. 10h, 11h. Ok. Pas d'inscription nécessaire. Non. C'est ouvert à tout public, à toute la Guadeloupe. Il n'y a aucun problème. C'est gratuit. Donc venez nombreux. C'est gratuit, mais pas les plantes. Pas les plantes, bien entendu. Il faut savoir dépenser, se faire plaisir. Il faut savoir, voilà. Est-ce qu'on aura des espèces rares? Oui. Parce que... Oui. Il y aura des espèces rares qui seront mises en valeur. Également, tout type d'espèces, maraîchères, potagères, des arbres fruitiers, des arbres ornementaux. Donc toute cette variété du végétal sera présente lors du marché aux plantes. Une dernière petite question hors cadre, puisqu'on invite effectivement la population donc à participer à ce premier grand marché aux plantes organisé par la communauté d'agglomération Nord-Bastère. Ce sera les 20 et 21 mai prochains, de 8h à 18h donc au complexe sportif à Petit-Bourg. Une petite question vraiment à part, puisque je voulais demander hors plateau, je ne cache rien aux téléspectateurs, désolé, mais on a du fleurissement, donc il y a une vraie politique de fleurissement qui est mise en place, donc qui est sur toute la communauté d'agglomération Nord-Bastère déjà, peut-être que vous en inspirerez d'autres. Voilà, en particulier pour la ville de Petit-Bourg, parce qu'on a vraiment axé notre volet environnemental sur le fleurissement, la redynamisation du domaine urbain par l'attrait du végétal. Donc c'était la politique première du maire.
Un peu le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Qui avait été présenté il y a 4-5 ans, au moins, je crois. Au moins 4-5 ans, qui était une vraie volonté, effectivement, de voir des fleurs pousser partout. Mais moi, je voulais vous demander quand est-ce que nous verrons des arbres fruitiers pousser partout, même dans des espaces urbains, même dans les centres-villes, peut-être au bord des routes. Pourquoi fleurir, mais pas... On y travaille. Donc, c'est une belle réflexion que vous nous portez là. On y travaille actuellement. Donc, prochainement, par exemple, la place de la mairie de Petit-Bourg, vous allez voir fleurir des arbres fruitiers. Très bien. Donc, il y aura un mix entre des arbres ornementaux et des arbres fruitiers. Parce que c'est vrai que nous sommes en Caraïbes, nous sommes en Guadeloupe, on a le potentiel que des arbres fruitiers puissent se développer. Donc, ça pourrait également... c'est une richesse, par contre, pour notre patrimoine arboré. Donc, ça sera... Ce serait un très beau projet qui pourrait en inspirer d'autres. On attend de voir effectivement donc si ça fleurit du côté de Petit-Bourg. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Jimmy Kiriaboy, je le rappelle, chef de service espace vert et naturel à la ville de Petit-Bourg, qui organise donc les 20 et 21 prochains le premier grand marché des plantes. Beaucoup de plantes seront disponibles, aussi des plantes rares. Bon, il faut préparer la monnaie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on enchaîne maintenant avec ce retour sur l'Assemblée générale de la mission locale de Guadeloupe. L'organisme s'inquiète de la baisse démographique que connaît l'archipel depuis 20 ans maintenant. Il entend donc réorienter les jeunes vers des métiers de l'agriculture, la pêche, les bâtiments, travaux publics, hôtels, tourisme et grande distribution pour essayer effectivement de retenir notre jeunesse. Regardez. Aujourd'hui, c'est encore de sensibiliser tous ces partenaires pour leur dire combien la mission locale compte sur eux pour faire avancer la cause de la jeunesse guadeloupéenne, puisque c'est ça notre mission, encadrer ces jeunes, leur permettre d'être bien dans leur pays, d'autant plus que je défends énormément le fait que les jeunes guadeloupéens doivent rester en Guadeloupe. Afin de développer, de participer au développement du pays, afin de faire progresser ce pays-là, puisque nous sommes guettés par ce que j'appelle une forme de décroissance depuis quelques années. Donc la population guadeloupéenne est en train de baisser sérieusement. Donc il faut que les jeunes guadeloupéens reviennent, ceux qui sont à l'extérieur. Mais il faut aussi que ceux qui y sont puissent être ancrés, puissent trouver de l'espace pour le développement. Ne pas toujours attendre de l'extérieur. Il faut aujourd'hui bâtir le pays Guadeloupe, et cela à tous les points de vue. La mission de la mission locale, c'est de repérer les jeunes de 16 à 25 ans, les accueillir, les informer, les orienter et les accompagner socialement et professionnellement. Donc le président vient de le dire, c'est près de 17 000 jeunes qui ont été contactés, 9 000 jeunes accompagnés, donc vraiment accompagnés. Nous avons réussi en 2022 à permettre à 50% de ces jeunes, c'est-à-dire un jeune sur deux, a eu soit un emploi, soit une formation. Notre action en 2023, ça va véritablement être réorienter les jeunes vers les métiers qui sont en tension, c'est-à-dire les métiers de l'agriculture, de la pêche, les métiers du bâtiment, du VR, des travaux publics, les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme et de la grande distribution. Ce sont aujourd'hui de grands secteurs d'activité qui recherchent des jeunes, qui veulent créer des emplois, et nous avons beaucoup de difficultés à pourvoir à ces emplois. Donc il s'agit pour nous aujourd'hui d'accompagner les jeunes à découvrir toutes ces entreprises, à découvrir tous ces secteurs de métiers pour qu'ils se réorientent. J'appelle l'ensemble des parents, j'ai tendance à le faire, je le refais, pour leur dire, les jeunes qui sont chez vous, qui ne font rien, qui sont dans l'oisiveté, qui sont dans les réseaux sociaux, accompagnez-le dans toutes les communes. Vous allez trouver une agence mission locale, un conseiller mission locale qui sera en mesure d'aider votre jeune au niveau de la santé, au niveau du logement, au niveau du transport, au niveau de la formation et de l'emploi. Et on part maintenant pour le conseil municipal des Abîmes. Aujourd'hui, nous avions beaucoup d'élus présents au niveau de l'Assemblée, je dirais pratiquement 98%. Et tout a pratiquement été voté à l'unanimité. Donc cela voudrait dire qu'au niveau de la ville des Abîmes, nous travaillons de concert pour pouvoir faire en sorte que la ville puisse continuer à œuvrer vers l'excellence. Je voudrais profiter de l'occasion de Canal 10 pour signaler que nous avons commencé les travaux de la route de Papin, donc ce lundi, et que nous respectons nos engagements et
Il y a tout un programme qui va se poursuivre au niveau des réseaux routiers, au niveau de la ville des Abîmes, que nous allons faire évidemment par tranche. Ce qui était important aussi de signaler, c'est l'éponymie que nous allons faire au niveau de notre regretté feu Soulanges-le-Blanc, où nous allons donner l'axe routier de la route de Grand Camp qui va porter son nom parce qu'elle a tant œuvré pour tout le personnel victime d'handicap au niveau de la ville des Abîmes, mais aussi même au niveau de la Guadeloupe. Nous avons aussi voté le budget du semi-marathon de la ville des Abîmes qui a connu un franc succès avec le partenariat de toutes les collectivités, la ville des Abîmes, Cap Excellence, donc pour une grande réussite. Et donc rendez-vous d'ores et déjà pour la semaine prochaine. Un reportage de Solène Fèvre. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.